Chers amis, bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre pour une 56e mondoscopie. Nous sommes le 29 janvier 2025. Likez, partagez cette vidéo, rejoignez le cercle si vous en avez envie. Vous savez, les liens sont en description. Je voulais aussi vous prévenir que ce samedi à midi sortira un nouvel entretien géopolitiquement incorrect que j'ai eu la chance d'avoir avec Vladimir Fedorovski. Que je n'ai pas besoin de présenter, et qui, je l'espère, et j'en suis certaine, à vrai dire, vous intéressera beaucoup, naturellement sur la guerre, mais en Ukraine, mais au-delà. Alors, aujourd'hui, je vais faire une mondoscopie courte. Voilà, et évidemment, je vais avoir un monosujet, ça va m'aider à être courte, c'est sûr, parce que je pense que c'est vraiment de ça qu'il faut parler maintenant. Je vais donc vous parler du conflit russo-ukrainien, de là où nous en sommes, et de là où nous en sommes surtout eh bien, des perspectives de négociation entre les États-Unis et la Russie. J'ai intitulé la mondoscopie dans l'œil du cyclone parce que je pense que nous sommes vraiment dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est pas ce qu'on pense, c'est pas l'endroit le plus tempétueux, dangereux, violent, même si c'est au contraire un endroit où une sorte de colonne, si vous voulez, de calme, mais de calme bien sûr relatif, parce que le cyclone, lui, se déplace pendant ce temps et que tout autour, c'est l'ouragan. Voilà. Donc c'est une zone de calme apparent. Il ne se passe en effet, ça doit aussi en surprendre certains parmi vous, et même moi, c'est intéressant, il ne se passe en apparence rien. Hein. On nous avait promis la guerre en 24 heures, puis en 6 mois, bon, la fin de la guerre, pardon, la paix. Ça, c'était ce que disait Donald Trump. Mais pour l'instant, il n'y a pas de contact entre les deux hommes, pas d'initiative de dialogue sérieuse officielle. L'envoyé de Trump, Kellogg, n'est allé ni à Kiev ni à Moscou. Manifestement, il y a une position de repli, d'attente. Bon, que se passe-t-il? Parce que c'est quand même très important, un, pour la paix du monde, et bien sûr aussi pour tout un tas d'autres relations, pas seulement entre la Russie et l'Ukraine, ou même entre la Russie et les États-Unis, mais aussi la Russie et l'Europe, les États-Unis et l'Europe, etc., etc. Je ne parle même pas de la Chine et du reste du monde. Bon, donc pourquoi Trump ne fait-il rien ? Pourquoi on a cette espèce de calme très très étonnant, un peu inquiétant, on se demande si... Bon, voilà. Donc en fait, il y a 3 hypothèses possibles, qui ne sont d'ailleurs pas exclusives les unes des autres. La première, c'est que, bon, il a, vous l'avez vu, fait une sorte de pitch, hein, voilà, il a présenté la manière dont il voyait le conflit, et dont, à partir de ses bases, de ce qu'il a dit, ça devait être ça, la base d'un éventuel dialogue repris avec les Russes. Bon. Mais le problème, c'est que ces bases, évidemment, sont fausses. Je l'ai dit, je l'ai répété, je ne suis pas la seule, enfin, tous les gens un peu sérieux le savent. Mais donc, lui, il a fait son pitch comme ça, en se disant, bon ben voilà, maintenant j'ai dit ce que je pensais devoir dire, c'est aux Russes de venir vers moi et d'initier le contact, et ça va m'avantager dans la négociation. Bon, d'avoir le premier dit, enfin, même s'il n'est pas le premier, parce que ça fait bien longtemps que le président Poutine, Lavrov, enfin ces grands subordonnés donnent les bases, selon la Russie, de ce que doit être un dialogue, une reprise de dialogue. Mais enfin, quand même, Trump, il attend, il croit qu'il va être avantagé, il croit que les Russes vont venir vers lui, et surtout, c'est basé, parce que c'est ça le grand mensonge, c'est basé sur l'illusion, sur l'idée, qui est manifestement peut-être la sienne, que la Russie est en position de faiblesse. Or, c'est tout l'inverse. Non seulement sur le terrain, les Russes continuent à avancer, et j'allais dire avec de moins en moins de résistance, parce qu'une fois qu'ils auront, et ils sont en train d'arriver à Dniepropetrovsk, après c'est des plaines, assez mal défendues, et puis économiquement, c'est pas du tout ce qu'on dit, le soutien politique interne est très fort,
Les morts, c'est pas du tout ce qu'on dit, je vais revenir dessus. Donc en fait, c'est sur des bases fausses que cette hypothèse serait faite. La deuxième hypothèse, c'est Trump se dit qu'il ne veut pas paraître faible en prenant l'initiative du dialogue. Voilà, il a dit qu'il voulait faire la paix, il a expliqué qu'il aimait le peuple russe, il a expliqué qu'il avait beaucoup de respect pour le président Poutine, et puis il a dit que la Russie avait perdu sa guerre, que son économie était en morceaux, qu'elle avait 1 million de morts, enfin bon. Donc il laisse, il laisse du temps passer pour que les Russes attendent quelque chose de sa part et finissent peut-être par tenter quelque chose les premiers. Et ils s'imaginent, encore une fois, the art of the deal, que ce serait la bonne position négociatoire. Bon. Troisième hypothèse, il se rend compte, en fait, que tout ne se passe pas tout à fait comme il le croyait, que ces déclarations maladroites, quand même, pour certaines, et surtout très présomptueuses dans la posture, n'ont pas du tout donné l'effet escompté. Et donc, il diffère en fait le contact au sommet, pour permettre une meilleure estimation de la réalité du sujet. Parce que c'est quand même ça le fond du sujet. C'est que se passe-t-il et sur quelle base sont les parties en présence. L'Ukraine, bien sûr, la Russie, mais aussi les États-Unis. Donc, moi, je pense que c'est un peu une combinaison de toutes ces hypothèses. Il ne faut pas oublier que c'est une personnalité terriblement, bien sûr narcissique, mais surtout assez dominé quand même par ses affects. Hein, ce n'est pas que des tactiques, c'est aussi sa manière d'être. Et donc, voilà, il n'a peut-être pas bien mesuré le niveau de sang-froid et de tempérance et de force de la partie adverse, de la partie russe. Bon. Parce que ce qui est sûr, c'est que les Russes ne sont pas pressés. Et c'est ça qu'il faudrait comprendre quand même, parce que les Russes ne sont pas pressés, comme j'ai dit, ils avancent. Comme je l'ai dit, leur économie, ça va pas si mal. Comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, mais je le redis, la relation avec les BRICS monte en puissance, et les BRICS montent en puissance. La relation avec la Chine est forte. Ils ont eu 90 minutes de conversation, Poutine et Xi Jinping, et ils se sont invités mutuellement, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois. Donc Poutine l'a invité à Moscou pour le 9 mai, qui est le grand moment de la victoire, de la Grande Guerre patriotique, donc chaque 9 mai, où la Russie est en majesté, la Russie est en triomphe, et avec toutes les armes et l'importance maintenant de l'armée russe et du système militaro-industriel russe, je pense que cette année, ça va être quelque chose. Donc, relation stable avec la Chine, très stable, relation stable avec l'Inde. Les États-Unis ont beau faire les yeux de chimène à l'Inde, ça ne marche pas, ou très très marginalement. Le président du Brésil a dit que lui aussi serait là à Moscou le 9 mai. Voilà, donc il y a quand même une réalité qui est que la Russie, n'est pas du tout isolée, est en position de puissance et de force sur le terrain, que l'idée du découplage dont on a parlé, qui reste bien sûr dans les esprits américains, paraît de plus en plus, à vrai dire, sur le fond, quand même utopique. Bon, alors, combien de temps ça va durer tout ça? Les Russes, de leur côté, essaient de ne pas trop mettre Trump, en fait, dans l'embarras, par des déclarations trop positives qu'ils mettraient dans l'embarras en interne. Mais néanmoins, quand même, il y a eu cette déclaration qui n'est pas passée inaperçue, en tout cas pas de moi et pas d'un certain nombre d'autres analystes, de Poutine, qui a dit que si Trump ne s'était pas fait voler sa victoire en 2020, il n'y aurait pas eu de guerre en Ukraine. Bon, ce qui est quand même une façon déjà de donner à Donald Trump une caution, une reconnaissance du fait que son discours sur cette victoire volée de 2020 n'est pas infondé. Donc c'est quelque chose d'assez fort politiquement pour Trump. Voilà, il a fait cette déclaration. Lavrov, lui,
hein, c'est le chaud et le froid, a dit que de toute façon, rien ne changera si Donald Trump ne prend pas en compte les intérêts de la Russie. Il a dit qu'il n'y avait aucun signe de volonté de Kiev, en dépit de toutes les déclarations, de volonté de Kiev ou de l'Occident en général de négocier la paix sérieusement. Et il a redit aussi qu'il était évidemment hors de question d'avoir un gel des positions militaires, parce que ce serait juste ça aurait juste un effet retardateur pour une reprise du conflit plus tard, ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt des Russes. Bon, le vice-ministre des Affaires étrangères russe, lui, Ryabkov, il a dit qu'il n'y avait pas de communication officielle à ce stade à haut niveau, mais quelques contacts via les ambassades russes à Washington et américaines à Moscou, sachant que ces ambassades elles sont quand même réduites à des squelettes en termes de personnel et de présence diplomatique. Mais il ne faut pas oublier... oui, puis il y a eu aussi Naryshkin, chef du SVR, donc service extérieur de renseignement, qui a dit qu'il était prêt à rencontrer son homologue de la CIA, Radcliffe. Bon, donc voilà, les Russes disent un certain nombre de choses, mais en même temps, ils disent bon, on attend, quoi, on n'est pas pressé, on attend que vous fassiez un pas, en fait, vers nous, et un pas intelligent sur des bases réalistes. Bon. Alors, ce ne sera pas forcément le canal CIA-SVR qui va être celui des négociations, je ne pense pas, mais ça a toujours été, jusqu'à Biden, et c'est bien pathétique, ça a toujours été un canal opérationnel, un canal vivant. Un canal qui marchait. Les contacts entre les services, c'est très très important, même si on est concurrent, même si on se fait des coups, même si, on peut quand même toujours, par le biais des grands espions, se parler et discuter sérieusement. En tout cas, je pense que quand même, on peut dire que Donald Trump probablement réalise que ça va être si simple de mettre fin à la guerre, plus compliqué en tout cas qu'il ne le pensait, et qu'il n'a pas tant de moyens de pression que cela. Il faut qu'il trouve un nouveau plan, il faut qu'il prenne le temps de le faire, et pour le faire, il faut aussi qu'il purge un certain nombre de ses administrations. La première d'entre elles, c'est probablement le Conseil national de sécurité, qui était dirigé par Sullivan, parce que là, c'est un nid de néoconservateurs, hein. Ils avaient participé d'ailleurs à son impeachment à l'époque de son premier mandat. Ils ont toujours été contre lui. Il y a aussi une purge en cours au département d'État, donc au ministère des Affaires étrangères. Il y a quand même des démissions de gens de bon calibre, on va dire, diplomatiques, notamment, je crois, un Assistant Secretary of State qui part. Et puis surtout, il y a un stop qui a été mis au financement par l'USAID. Alors, USAID, c'est, si vous voulez, ça dépend du département d'État, c'est l'endroit où sont coordonnées toutes les actions et tous les soutiens au florilège, enfin au spectre étendu des grandes ONG américaines ou liées aux États-Unis, à travers le monde. Et en fait, c'est l'USAID qui pilote en partie importante par le biais de l'argent, notamment des conseils, etc. Toutes ces NGO, toutes ces organisations, ces ONG, qui préparent le régime change, qui nourrissent les mouvements d'opposition dans les pays. Enfin bon, c'est des acteurs extrêmement puissants. C'est pas de l'humanitaire international, hein. Il y a un lien consubstantiel, il y a un lien organique entre la politique extérieure américaine et ce réseau de grandes organisations. Or, leur financement a été mis en panne, enfin arrêté. Donc, évidemment, ça rend furieux un certain nombre de gens au département d'État. Les Hongrois, notamment, ont découvert que manifestement, il n'y avait plus d'argent. Et je pense qu'on peut dire que ça doit être le cas dans un certain nombre d'autres pays. On peut penser à la Géorgie, on peut penser à l'Arménie, on peut penser à la Slovaquie, on peut penser à tout un tas de pays où les États-Unis, sous la précédente administration,
faisait un permanent harcèlement pour diriger les orientations politiques, en fait, avoir des gouvernements qui leur conviennent, faire tomber ceux qui ne leur conviennent pas, etc., etc. Donc il y a quand même un changement radical interne, administratif, dans la technocratie américaine, de sécurité et de politique étrangère, qui est en cours, un nettoyage. Bon, il avait dit, hein, je vais drain de swamp, hein, je vais nettoyer le marécage. Bon, ben voilà, ça commence. Mais c'est en cours. Et c'est peut-être aussi ça qui sera nécessaire pour avoir une meilleure évaluation de la réalité sur le terrain en Ukraine, meilleure évaluation de la position russe et donc meilleure évaluation de ce que peuvent être les bases d'un véritable dialogue sérieux et efficace entre Moscou et Washington. Alors évidemment, par ailleurs, il n'y a quasiment pas, à ma connaissance, de contact officiel entre la nouvelle administration et la bureaucratie européenne. Et ça aussi, c'est un changement colossal, puisque précédemment, il y avait un lien, là aussi, quasiment consanguin, n'est-ce pas, entre cette bureaucratie et Washington. Donc il y a vraiment un big shift, il y a vraiment un mouvement là qui est en train de se produire, qui va prendre encore du temps, ça va prendre des mois, hein, certainement, même peut-être plus. Et donc, les Européens, évidemment, sont plus ou moins en panique, et même les Hongrois, qui s'étaient quand même très largement impliqués dans l'idée d'une plateforme pour la paix, de se mettre en position d'aide à la négociation, de médiateur, etc., entre la Russie et l'Ukraine, entre la Russie et l'Europe, enfin bref, qui ont proposé leur service d'honest broker, n'est-ce pas, notamment par la voix, bien sûr, d'Orban, mais aussi de son ministre des Affaires étrangères, qui est une pointure, Szijjártó. Eh bien, les Hongrois, ils sont inquiets parce qu'ils se disent, bon, le temps passe, là, il ne faudrait quand même pas que ça dure éternellement, il ne faut pas différer. Et donc, Szijjártó a appelé son homologue américain, Marco Rubio, qui n'est pas connu pour ses positions extrêmement subtiles sur la question russe, d'ailleurs, pour savoir si les États-Unis, quand même, voulaient toujours la paix ou si c'était juste de la diversion pour reprendre l'aide, les armes, le soutien militaire, enfin bon. Et Rubio leur a assuré que si, c'était évidemment toujours ce que voulait faire le président Trump, mais que, voilà, enfin, c'était encore assez vague, hein. Il y a eu des assurances vagues, mais néanmoins, quand même, sur le fond, si. Alors, pour comprendre, puisque je vous ai dit que le problème, c'est qu'en fait, Trump fait des déclarations sur la base de fausses informations et d'une fausse évaluation du rapport de force, il faut rentrer un peu dans des questions économiques et dans des questions énergétiques. Parce que, quel est le plan de Kellogg, hein, qui est son envoyé, enfin celui qui est soi-disant en charge, n'est-ce pas, de mettre en musique la nouvelle relation américano-russe et la paix en Ukraine. Eh bien, son idée... En fait, si vous voulez, Trump, je vais prendre une métaphore amoureuse, mais bon, c'est l'amour facile, et l'amour facile à la Trump, ça veut dire tu obéis à ce que je te propose. Hein, donc voilà, on va faire plan Kellogg, qui était d'ailleurs un succès d'année du plan Pompeo, c'est-à-dire un truc complètement irréaliste, où les Russes sont obligés d'avoir des forces d'interposition de l'OTAN, enfin bon, voilà. Donc soit tu obéis finalement aux conditions que je vais te proposer parce que tu considères que c'est bien et tu en as besoin, soit si tu n'obéis pas, ça devient le hard love. Et le hard love, c'est autre chose, c'est la reprise de sanctions, c'est l'affaiblissement programmé et remis en œuvre et recherché de l'économie russe. Bon, le problème, c'est que d'abord, il y a Kellogg se plante complètement sur ce qu'il dit à Trump.
J'espère que ce n'est pas à dessein, que ce n'est pas délibéré, mais en tout cas, le easy way, si vous voulez, le easy love vis-à-vis de la Russie, il est fondé sur des mensonges, justement, sur ce que j'ai dit, l'économie faible, les morts. Or, on voit bien que la Russie, elle est dans un conflit maintenant de haute intensité. On ne sait pas faire. Nous, on a ça dans nos programmes d'état-major, etc. C'est très bien. Enfin, on n'est pas en état. Nous et les États-Unis, eux, que font-ils depuis au moins 25 ans? Ils font la guerre globale contre le terrorisme, c'est-à-dire contre des petites armées, contre des petits adversaires. C'est une guerre asymétrique où ils ont le dessus forcément, hein, par nature. Enfin, c'est mathématique quand on voit l'armée américaine même dans sa voilure actuelle. Donc là, c'est un conflit, le conflit russo-ukrainien, d'une immense violence, d'une brutalité lourde, et donc déjà là, on n'a pas bien compris en fait les capacités russes, tout simplement, et ce qu'elles font subir à l'armée ukrainienne et aux soldats ukrainiens. Donc, il y a un déni toujours, qui existe toujours, qui est très dangereux, du réel. Et ça se voit sur le nombre de morts. Trump a parlé de plus d'1 million de morts. Bon, en fait, c'est les Ukrainiens qui ont probablement plus d'1 million de morts. Ce n'est pas les Russes. Mais comment se fait-il qu'on ait encore ces chiffres aujourd'hui complètement abscons? Eh bien parce qu'en fait, les services de renseignement sont complètement politisés. Donc ils ne cherchent pas à avoir les vrais chiffres. Ils se renseignent auprès des Ukrainiens qui leur donnent, il y a 2 séries de chiffres, hein, qui leur donnent ce qu'il faut, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'idée que ce sont les Russes qui ont des pertes d'1 million d'hommes et c'est pas eux. Mais en fait, c'est tout l'inverse. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, les analystes les plus pointus s'accordent à dire quand même que les pertes russes, tout compris, c'est-à-dire ministère de la Défense russe, milice du Donbass, Wagner, appoint de certaines républiques, etc., tout ça, c'est environ 150 000 hommes, probablement un peu moins. Donc, on n'est pas à 1,1 million, c'est les Ukrainiens qui ont plus d'1 million de morts, probablement. Et donc, le fait de partir de ça, si vous voulez, ça fausse tout le raisonnement et ça fausse toutes les propositions, parce que donc, le Kellogg et Trump disent, ben voilà, donc si comme vous êtes très faible, vous allez accepter nos conditions, et si vous n'acceptez pas nos conditions, on va vous mettre des sanctions. Et donc, quelles sanctions? Évidemment, comme la Russie est encore une économie qui profite très largement de sa rente pétrolière et gazière, il s'agirait de faire baisser le prix du pétrole, c'est là que ça devient très intéressant, à 45 $ le baril. Donc il y a un raisonnement très simpliste, mais manifestement cet homme ne comprend pas grand-chose à l'économie mondiale, ni à la guerre d'ailleurs. Les Russes, pour l'instant, ils font des milliards, ils nourrissent leur guerre parce qu'il y a un baril à 60 $, en gros. Hein, en gros. Bon. Si on baisse le prix du baril à 45, l'économie russe va s'effondrer. Eh bien non, monsieur Kellogg, ça ne va pas s'effondrer, parce que ça ne marche pas comme ça, parce qu'en fait, pour les Russes, il y a 2 points d'équilibre, de break-even, si vous voulez. Donc il y en a un qui est effectivement celui qui leur permet d'équilibrer leur budget et de nourrir leur appareil militaro-industriel. Donc ça, là, il faut un baril entre 60 et 70 $. Mais à 45 $, ils peuvent tout à fait continuer à produire parce que leur coût d'équilibre pour la production, il est à 41. À peu près, hein, encore une fois, quelques dollars près. Et par ailleurs, pour baisser le prix du baril, le prix mondial du baril à 45 $, il faut le concours des Saoudiens. Et c'est là que ça se corse. Parce que les Saoudiens, eux, et surtout avec les projets pharaoniques politiques de Riyad et le fait à l'échelle de tout le Moyen-Orient, et le fait que Donald Trump veut avoir une relation forte, je vous l'ai expliqué la semaine dernière, avec MBS, parce qu'il pense que c'est la clé de voûte de nouveaux accords d'Abraham, etc., etc., il ne peut pas faire n'importe quoi avec les Saoudiens. Or, les Saoudiens, pour mener à bien leur projet, enfin MBS, pour mener à bien ses projets, il a besoin d'un prix beaucoup plus élevé. Il a besoin d'un prix
à 85 $ quasiment. Il a besoin vraiment de beaucoup, beaucoup d'argent. Donc déjà, à l'heure actuelle, avec un baril autour de 60, ils perdent de l'argent. Ils perdent des milliards de dollars pour faire plaisir aux États-Unis, si vous voulez, pour maintenir les prix pas trop haut, pour que ça n'aide pas trop la Russie. Mais il faut savoir quand même que les Saoudiens, eux, ils produisent je sais pas, à 10 ou 11 $ le baril. Donc eux, ils peuvent continuer malgré tout à produire. Ils ont de telles réserves. Alors qu'aux États-Unis, qui ont des réserves très importantes aussi, ça n'est pas du tout la même bière. Si vous regardez ce qui se passe dans le Texas, si le baril était demain à 45 $, ce serait la ruine de l'économie pétrolière américaine. Pourquoi? Parce qu'en fait, bien sûr, il y a une partie qui est déjà en cours, qui marche. Et là, le point d'équilibre de la rentabilité, c'est 33 $. Donc ça peut aller. Mais comment dirais-je, le foyer de croissance de cette industrie extractive, c'est évidemment le drill, c'est l'exploration et c'est le fait de sortir le pétrole, quoi. Je suis désolée, je cherche mes mots. Et là, le prix d'équilibre pour les gens qui forent, pour les industriels qui forent, il est à 66 $ et pas à 45. Hein. Et en plus, on leur a promis, et c'est pour ça qu'ils ont tellement investi depuis des années, un prix du baril, parce qu'on s'imaginait que la Russie allait tomber, que ci, que ça, on leur a promis un prix du baril entre 75 et 80 $, quoi. Bon, vers 78. Donc, c'est n'importe quoi, en fait, ce que dit Kellogg. Ils risquent juste, même si les Saoudiens acceptaient, ce qui voudrait dire qu'ils ruinent leurs relations avec la Russie, enfin, c'est du jus de crâne. Si les Saoudiens acceptaient, et si on arrivait à 45 $ du baril, c'est l'industrie pétrolière américaine qui va se trouver dans une très très mauvaise passe. Donc, je ne dirais pas qu'il faudrait se débarrasser aimablement de Kellogg, mais en tout cas, il faut être beaucoup plus intelligent, il faut voir beaucoup plus loin, il faut faire un grand deal stratégique entre les États-Unis et la Russie. C'est ça que doit rechercher Trump. Bien sûr, il y aura des gestes symboliques à faire. Je ne sais pas, moi, par exemple, puisqu'il a reconnu que les Soviétiques, c'est quand même l'évidence de base, mais enfin, comme ici, on vit dans Orwell et qu'on nettoie carrément l'histoire mondiale, on efface ce qui cloche, ce qui nous gêne. Donc, on explique que c'est les États-Unis qui ont sauvé l'Europe de l'Allemagne nazie. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est grâce à l'Union soviétique, qui a eu quand même près de 30 millions de morts, 27 millions, que ce que les Alliés ont pu faire, et les États-Unis bien sûr en premier lieu, a pu porter ses fruits. Enfin, à Berlin, ce n'était pas le drapeau américain quand même. Et les divisions allemandes, les divisions nazies, elles n'ont pas été abattues en très grande partie par les Alliés. Au contraire, c'est pas du tout ça. Les 2/3, c'est quand même les Russes. Bon, donc ce serait peut-être pas mal, le 9 mai, qu'il y ait éventuellement... On peut toujours rêver, une délégation militaire américaine, je ne sais pas moi. Enfin, ça pourrait, voilà, il faudrait être un peu imaginatif. Par ailleurs, il faut donc penser stratégiquement, il faut voir très large la relation entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et l'OTAN, mais sur la base de la reconnaissance du fait que la Russie a gagné militairement en Ukraine. Plus on attend pour reconnaître ça, plus ce sera compliqué. Et Trump n'a pas tant de temps que cela devant lui pour faire une bonne paix. Le chef du renseignement militaire ukrainien, Boudanov, a dit que dans 6 mois, on baissait le rideau, hein, c'était fini. Voilà, encore 6 mois pour se battre un peu, mais après, bon... donc, il serait vraiment intelligent de relever le niveau là, de la lorgnette, de regarder un peu loin, de prendre un vrai télescope et de lier aussi, et ça je l'ai dit depuis longtemps, un deal sur l'Ukraine avec une refonte non seulement de la sécurité européenne, mais de l'architecture sécuritaire mondiale. Et là, il y a encore une fois une occasion qui serait bon de ne pas manquer, c'est que ce serait le moment en fait de lier la reprise des pourparlers
sur les accords de limitation d'armement stratégique au plan mondial. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ça est en panne depuis 2023, je crois, et que le traité New Start, il s'arrête en 2026. Donc, s'il n'est pas renouvelé, s'il n'est pas remplacé, on va avoir une nouvelle course aux armements. Je vous rappelle quelques chiffres sur les inventaires nucléaires. On parle d'armes stratégiques. Alors, donc, nous avons la Russie, officiellement 5580 têtes. Nous avons les États-Unis, officiellement 5044 têtes. Nous avons la Chine, officiellement 500 têtes. Nous avons ensuite, qu'est-ce que nous avons dans l'ordre? Le Royaume-Uni, 225. La France, pardon, avant le Royaume-Uni, 290. L'Inde, 172. Le Pakistan, 170. Israël, 90. La Corée du Nord, 50. Voilà, je ne parle pas de ceux qui voudraient bien faire partie du club et qui n'en sont pas loin et qui, si on les aide un peu, peuvent. Et là, dans ce domaine-là, qui pourrait donc être l'arrière-fond, mais en même temps la manière d'englober ce qui se passera en Ukraine et de négocier des compromis plus intelligents, y compris pour l'Ukraine, si c'est dans le cadre d'un accord plus large, plus intéressant pour la Russie, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a très récemment dit que Poutine était prêt à discuter avec Trump, non seulement pour, bien sûr, mettre fin au conflit, mais pour reprendre vraiment ses pourparlers sur le contrôle des armements, après que Trump, qui était à Davos la semaine dernière, ait dit qu'il voulait aussi faire les deux avec son homologue russe le plus vite possible. Donc ça, c'est très important parce que donc, le nouvel accord START, il s'arrête dans un an, en fait. Mais en fait, tout le processus de négociation est gelé depuis 2023, enfin depuis la guerre, quoi, en fait. Donc, il faut comprendre que la stabilité globale, stratégique du monde, elle dépend de cet équilibre des forces nucléaires et bien sûr de toutes les forces associées, hein, c'est-à-dire tous les systèmes d'emport en fait, des têtes nucléaires, voilà, que la Russie a le plus large arsenal du monde, que, alors évidemment, quand il y a eu la fin de la guerre froide, tout le monde s'est rendu compte que c'était peut-être dangereux de produire tant de milliers de têtes nucléaires, que c'était extrêmement cher, évidemment, pour tout le monde, et qu'il fallait faire des coupes partielles et surtout instaurer des mécanismes de surveillance, de monitoring, comme on dit. Bon, et ça avait quand même allégé ce qu'on appelle le dilemme de la sécurité. Et en fait, le dilemme de la sécurité, c'est quand l'une des parties, bon, prenons la Russie et les États-Unis, comment dirais-je, fait un certain nombre de gestes, un certain nombre d'avancées, par exemple, déplace des têtes à des fins dissuasives, construit des têtes à des fins dissuasives, enfin, fait un certain nombre de gestes, si vous voulez, défait l'équilibre en cours, l'équilibre jusque-là, pour comment dirais-je, rendre plus positive sa propre position, mais ce faisant, qu'est-ce que ça fait? C'est perçu par l'autre comme une intention hostile. Voilà, donc c'est tout le bouclier, et notamment les Russes, mais les Américains aussi d'ailleurs, c'est-à-dire l'intention hostile, c'est-à-dire avoir une frappe en premier, overwhelming, comme on dit, c'est-à-dire débordante, enfin qui rend impossible la réaction, si vous voulez, qui renverse en fait tout l'équilibre et qui donc casse la dissuasion. La dissuasion, elle est basée sur le fait que chacun sait qu'il prend trop de risques en faisant un pas de plus sur l'autre. Donc, on reste calme et on ne bouge pas le système. Voilà.
Voilà, c'est ça le dilemme sécuritaire, si vous voulez. Quand il y en a un qui sort de cette position d'équilibre et qui dit « moi, je vais faire plus pour ma sécurité aux dépens de celle de l'autre », l'autre le perçoit comme une intention hostile, et puis c'est l'escalade. Voilà, c'est l'escalade. Donc, ce dilemme sécuritaire, si vous voulez, il a été remis en cause à partir, en fait, de la fin des années 90 et de la première vague d'extension de l'OTAN, tout simplement. Il y a eu cette petite phase, là, après la fin de la guerre froide, où on a cru que ça allait pouvoir s'arranger, il y a eu des réductions, et puis, malheureusement, tout l'équilibre a été abîmé, et abîmé, bien sûr, à notre initiative, à l'initiative occidentale, à partir de la fin des années 90. Donc, et je ne vous parle même pas de maintenant ce qui se passe, avec, bien sûr, l'Ukraine. Là, on est dans une phase très dangereuse pour ce dilemme sécuritaire, parce que s'il n'y a pas de nouvel accord START, s'il n'est pas remplacé par quelque chose, s'il n'est pas remis au goût du jour, si vous voulez, ça pousse les Russes à continuer leurs avancées. Et on sait qu'il y a une supériorité technologique russe, notamment, bien sûr, avec les missiles hypersoniques Oreshnik, qui sont en train de mettre en place, enfin de démontrer qu'il peut y avoir une capacité dissuasive stratégique, de portée stratégique, non nucléaire. Non nucléaire. Voilà. Donc, il faut vraiment reprendre ces pourparlers sur les armements, sur le contrôle des armements stratégiques. C'est extrêmement intéressant et extrêmement important pour tout le monde. Hein, pour tout le monde. Là, on ne parle plus de l'Ukraine ou même de l'Europe, on parle de l'équilibre global des forces sur cette planète. Et finalement, la guerre en Ukraine a la nécessité de trouver un accord pour sauver ce qui reste d'Ukraine et pour éviter que ça ne dégénère complètement, eh bien, est d'une certaine façon une opportunité. Mais pour ça, il faut voir grand, voir haut, voir loin, voir long, et comprendre que la Russie n'est pas dans une situation où elle est à l'article de la mort économique, militaire, stratégique, politique, industrielle. Ce n'est pas du tout le cas, donc il faut repartir du réel, il faut faire un pacte multilatéral avec vraiment un deal, un accord russo-américain au cœur de ce pacte multilatéral et agréger un maximum de pays nucléaires autour pour éviter la prolifération, parce qu'encore une fois, il y a un certain nombre de pays candidats ou attirés, n'est-ce pas, par l'acquisition. Je pense qu'il n'y a pas que l'Iran, hein, il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite, il y en a d'autres. Donc je pense que si on veut vraiment restabiliser notre pauvre monde et sortir un peu de ces conflits permanents, il faut le faire avec un système bien sûr de sanctions pour ceux qui ne se soumettraient pas aux mécanismes d'inspection. Enfin voilà, il y a tout à repenser. C'est un très grand boulot. Mais c'est à mon avis indispensable. Et si on n'est pas capable de comprendre ça à Washington, et si on n'est pas capable de saisir l'opportunité, je pense qu'on va au-delà de fortes déconvenues et surtout de l'amplification de la spirale décrédibilisatrice vis-à-vis de l'Occident et vis-à-vis des États-Unis, parce que l'Europe, on n'en parle même pas, même plus, qui est celle qui est une spirale agissante, qui est une spirale montante, qui est une spirale pas offensive, mais comment dirais-je, très effective, très dynamique, des BRICS. Des BRICS qui sont tout sauf petites structures comme ça, qui seraient là uniquement pour la galerie et pour faire croire alors qu'on est faible, qu'on est fort. Voyez. Je pense que là, il faut vraiment qu'on arrête avec toutes nos utopies, toute notre présomption sur notre surpuissance et notre surcrédibilité. On n'en est pas du tout là. Il faut donc rechercher très vite, les termes de cet accord global et mettre fin en même temps au conflit ukrainien avec des bons compromis mutuels, pragmatiques, sérieux, et en même temps un cocon très protecteur et très intéressant pour les Russes, parce que les Russes recherchent cela et le demandent, et ils le demandent depuis longtemps, depuis très longtemps, un cocon protecteur pour tout le monde
qui serait un accord multilatéral sur la limitation des armements qui se substituerait au New START en 2026 ou qui en serait une nouvelle version revisitée en regard des évolutions actuelles géopolitiques et militaires. Voilà, je vous remercie de votre attention, j'espère que ça vous a intéressé. Likez, partagez, inscrivez-vous, soutenez-nous. Rejoignez le cercle. Je vais faire quelques. Je suis un tout petit peu en retard, mais je vais faire quelques clés du monde là, incessamment sous peu. Voilà. Bonne soirée, chers amis. À très vite. Au revoir.